Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans La Santé en Mouvement, l'émission pour prendre soin de vous au quotidien. On estime qu'un adulte sur 3 est touché et que 6 millions de Français n'ont pas connaissance de leur maladie. Et aujourd'hui, on va parler de l'hypertension, un mal qui s'installe sans que l'on s'en aperçoive et que l'on découvre quand il est parfois trop tard. Alors, quels sont les signaux d'alerte de cette pathologie insidieuse? Comment la prévenir? Et surtout, quelles sont les bonnes habitudes à adopter pour alléger la pression de vos artères et protéger notre corps tout au long de notre vie, on va dire. C'est ce que nous tenterons de comprendre avec nos invités. La Santé en Mouvement spéciale hypertension, c'est tout de suite et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. Et pour commencer cette émission spéciale hypertension, nous avons le plaisir de recevoir le docteur Yara Antlakli Anon. Yara, bonjour, vous êtes cardiologue à l'hôpital Saint-Joseph et comme on aime bien commencer par une définition dans la santé en mouvement, qu'est-ce qu'on appelle l'hypertension artérielle? Bonjour Vanessa, alors l'hypertension artérielle, c'est la pression qu'exerce le sang sur les artères. Et l'hypertension se définit quand on mesure la tension avec un tensiomètre par des chiffres au-dessus de 14 ou 9 pour le deuxième chiffre. Alors c'est une maladie qu'on qualifie de silencieuse, mais quels sont les signes qui doivent alerter malgré tout ou alors avant qu'on fasse de la prévention? Alors en effet, dans la grande majorité des cas, on ne se plaint de rien et pourtant on a de l'hypertension. Les rares fois où on peut avoir des symptômes, c'est essentiellement des maux de tête, surtout des maux de tête le matin, parfois des vertiges, parfois des saignements de nez. D'accord. En tout cas, ce sont les symptômes qui doivent alerter et faire prendre l'attention. Donc ça, il ne faut pas hésiter à en parler à son médecin généraliste. Exactement. Avant d'aller voir un cardiologue. Et pour qu'il mesure la tension. Les facteurs de risque, ça c'est important aussi. On a peut-être un patrimoine qui conditionne plus ou moins l'hypertension. Tout à fait. Il y a des familles d'hypertendus. Donc il y a une part de génétique dans l'hypertension artérielle. Mais il y a aussi plein de facteurs extérieurs. Et notamment l'hygiène de vie, l'alcool, le surpoids, la consommation excessive de sel. Ça, il faut insister là-dessus, ça c'est important. Le sel. Effectivement, ouais. On mange trop de sel en France. Un poison, le sel. Alors, on parlait du dépistage. Honnêtement, on ne peut pas passer à côté. Il y a toutes les opportunités, que ce soit la pharmacie, son médecin, pour faire du dépistage. C'est assez facile finalement. C'est très facile. Il faut juste consulter à partir de 40 ans, au moins une fois par an, son médecin traitant pour faire ce dépistage. Il y a aussi la médecine du travail qui fait un travail remarquable là-dessus, pour le dépistage. Il y a des campagnes de dépistage de l'hypertension artérielle qui sont faites tous les ans, notamment au mois de mai. Et donc il n'y a aucune raison de ne pas mesurer sa tension et de ne pas faire le diagnostic. Et on peut même s'acheter un tensiomètre, c'est maintenant accessible au grand public. Il y a des recommandations pour que ça ne soit pas qu'un gadget quand même? Exactement. Alors il faut acheter un tensiomètre au bras, qui sont plus fiables que les tensiomètres au poignet. Et certes, au poignet, c'est plus facile d'utilisation, mais au bras, c'est plus fiable. Ça s'achète en pharmacie, ça s'achète aussi sur des plateformes de vente par Internet. Alors il vaut mieux essayer d'acheter une marque recommandée, une marque qui a montré son efficacité et que les mesures sont fiables. Mais il faut acheter un tensiomètre au bras avec un brassard adapté au calibre du bras de la personne. C'est important. Donc on ne peut pas, il n'y a pas d'excuse, honnêtement, si on veut mesurer sa tension. Il n'y a pas d'excuse. On peut à partir de 30 € s'acheter un tensiomètre et pourquoi pas avoir un tensiomètre chez soi comme on a un thermomètre. Ben voilà, exactement. Sans faire peur à nos auditeurs, une hypertension qu'on va appeler HTA, hypertension non traitée, elle peut entraîner quel type de risque? Alors effectivement, c'est embêtant l'hypertension parce que c'est sournois, c'est silencieux, on n'a pas de symptômes et pourtant petit à petit, il y a des dégâts qui se font. Ça attaque les artères qui vont s'épaissir, ça attaque le cœur et finalement ça entraîne tout un tas de maladies et qui malheureusement ça peut entraîner jusqu'à la mort. Alors ça attaque au niveau du cerveau, ça peut donner un AVC, un accident vasculaire cérébral, je pense que les gens savent un peu ce que c'est que l'AVC. Ça peut aussi donner la maladie d'Alzheimer, on sait que c'est un facteur de risque de maladie d'Alzheimer. Ça peut donner au niveau cardiaque des infarctus, de l'insuffisance cardiaque, ça peut atteindre les yeux en allant jusqu'à la perte de la vue. Ça peut atteindre les reins avec au stade ultime la dialyse. Ça peut donner des anévrismes de l'aorte, des artérites des membres inférieurs. Donc ça touche plein d'organes. Et ça peut entraîner des grosses conséquences si on n'a pas diagnostiqué suffisamment tôt. Bon, quand on vous écoute, prévention. Absolument. En termes de traitement, alors il y a des traitements classiques et il y a des choses un peu révolutionnaires que vous aimeriez nous partager. Il y a plein de traitements classiques. Il y a au moins 5 à 6 classes de médicaments qu'on peut donner seul ou en association. Donc on a une vraie belle panoplie de traitements qu'il faut absolument prendre. Et il y a des innovations, tout à fait. Il y a un médicament qui est en cours d'étude aux États-Unis et qui devrait peut-être bientôt sortir, j'espère en 2025, qui est un traitement par voie
sous-cutané qu'on pourrait injecter une fois tous les 6 mois. D'accord. Et qui pourrait agir de façon pérenne sur les chiffres de pression artérielle. C'est encore à l'essai, mais les études sont déjà bien avancées. Il y a aussi une technique de dénervation rénale, quand le traitement ne suffit plus, que l'hypertension est résistante. Ça peut permettre aussi d'aider à faire baisser les chiffres de tension. Alors, en revanche, il y a des médicaments qu'il est préférable de ne pas associer ou des médicaments même qui pourraient provoquer de l'hypertension. Il faut être vigilant quand on a plusieurs traitements en parallèle. Exactement. Il y a pas mal de traitements qui peuvent entraîner de l'hypertension artérielle et en premier lieu, les anti-inflammatoires, malheureusement, qui sont en vente libre. Donc les gens pensent que c'est anodin parce que c'est en vente libre dans les pharmacies et malheureusement, ce sont des médicaments qui, même s'ils sont très efficaces sur certaines douleurs, peuvent entraîner de l'hypertension artérielle, entre autres. Ils ont aussi d'autres conséquences néfastes. Donc ça, c'est malheureusement en vente libre parce que du coup, les gens ne se rendent pas compte que ça peut être toxique. Donc important de lire la notice. Très important de lire la notice. Il y a certains antidépresseurs et c'est vrai qu'en France, on consomme beaucoup d'antidépresseurs. On sait que c'est un effet secondaire de certaines classes d'antidépresseurs. Après, il y a d'autres médicaments, mais qui sont généralement prescrits par un médecin pour une vraie raison, comme les corticoïdes, les médicaments anti-rejet, certains anticancéreux. Donc, il y a toute une panoplie de médicaments qui peuvent donner de l'hypertension artérielle. Vous avez parlé tout à l'heure, Yara, de l'hygiène de vie. C'est la meilleure des médecines, on va dire. Comme c'est samedi aujourd'hui et que peut-être les gens vont aller faire leurs courses ou faire peut-être un petit jogging, dites-nous précisément quelques conseils, ce qu'il faut mettre dans son caddie et ce qu'il faut plutôt bannir, on va dire. Alors, dans l'hypertension artérielle, l'ennemi, c'est le sel. Il y a beaucoup de sel caché. Il faut faire attention à tout ce qui est plat préparé. C'est toujours très salé. Les conserves, c'est très salé. Ouais. La sauce soja, les cubes de bouillon, mais aussi la charcuterie, le fromage. Donc, évidemment, on ne va pas manger sans sel, mais réduire autant que possible la consommation de sel. Ne pas ressaler, même quelque part. Ne pas ressaler à table. Alors déjà, virer la salière à table, ce serait déjà un très bel effort pour tout le monde. C'est meilleur pour la santé, même si on n'est pas hypertendu. Autre chose, aller faire un peu de sport réglisse, quand même, on peut bouger un peu. Alors il y a aussi l'alcool. Ouais, l'alcool est grand pourvoyeur. On est en France. L'alcool est pourvoyeur d'hypertension artérielle. La réglisse, il y a des grands mangeurs de réglisse, ça donne de l'hypertension artérielle. La réglisse et le pastis contiennent une substance qui donne de l'hypertension artérielle. Ouais. Ah oui, un petit pastis, c'est bien de prévenir. Voilà, le surpoids, l'obésité, c'est un facteur de risque d'hypertension artérielle. L'âge, mais on n'y peut rien. Et la sédentarité. Alors effectivement, il faut absolument bouger, faire du sport au moins 3 fois par semaine, dans la mesure du possible. Mais si on est hypertendu, ça veut dire qu'on a un traitement à vie? Ou alors ça veut dire que... Ça dépend. Si vous avez une mauvaise hygiène de vie et 10 kilos en trop, on peut, avec des règles hygiéno-diététiques, faire baisser les chiffres de tension en dessous de 14,9 et se passer d'un traitement. Donc il n'y a pas que le traitement. Le traitement est en association avec l'hygiène de vie. Si on a une très bonne hygiène de vie et qu'on a de l'hypertension, ce sera un traitement à vie. Mais si on a une mauvaise hygiène de vie, en rectifiant le tir, on peut ne pas prendre de médicaments. Bon, alors pour conclure, j'ai envie de dire manger correctement et bouger un petit peu, c'est ça qu'il faut faire? Tout à fait, bougez beaucoup. Bougez beaucoup. Merci beaucoup Yara, je rappelle que vous êtes cardiologue à l'hôpital Saint-Joseph. Et parce que le pharmacien reste le conseiller de proximité, je vous propose de retrouver Audrey Lecoq, associée gérante pour Pharmazone. Pharmazone.fr, simplifiez-vous la santé. Cliquez, commandez, vous êtes livré. Pharmazone.fr présente la Minute Santé. Audrey, bonjour. Alors, on le sait, le pharmacien peut être l'un des premiers interlocuteurs quand on a un inconfort intestinal ou des maux de ventre. Que nous conseillez-vous aujourd'hui, Audrey ? Bonjour Vanessa. Eh bien, pour le ballonnement, on en a tous entendu parler à un moment donné, mais je recommande le charbon actif qui fonctionne plutôt bien, qu'on trouve sur Pharmazone notamment en complément alimentaire. Et la tisane de camomille qu'on oublie mais qui est très efficace. Ce sont mes 2 recommandations de produits naturels. Toujours avoir ça en pharmacie. Il y a des compléments alimentaires peut-être aussi pour nourrir sa flore intestinale ? Oui, il existe de nombreux compléments alimentaires et sur Pharmazone, on a une catégorie dédiée à ça, digestion et flore intestinale, où vous allez retrouver plus de 50 produits dédiés exactement à ce type de problématique. Après, vous avez également des solutions quand on a des doutes effectivement par rapport à des pathologies et notamment pour être dans la prévention, pour dépister le cancer colorectal. Audrey, on peut s'adresser aussi à son pharmacien ? On peut s'adresser à son pharmacien et maintenant on a tout un tas d'autotests et il existe l'autotest colorectal que l'on peut faire tranquillement chez soi puisque c'est souvent un sujet tabou. Merci beaucoup Audrey. La Minute Santé. Avec Pharmazone.fr, simplifiez-vous la santé. Cliquez, commandez, vous êtes livré.
Et pour continuer cette émission spéciale hypertension, une innovation qui va changer la vie des professionnels de santé et bien entendu des patients, puisqu'avec une vidéo de votre visage, il va être possible de mesurer toutes vos constantes. Et oui, et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Alain Abra. Alain, bonjour. Vous êtes donc le CEO, on aime bien dire CEO de Quantique. Donc on a l'impression d'être dans le futur, mais en fait on est dans le présent. C'est quoi Quantique ? Bien bonjour, Quantique c'est assez simple, globalement l'idée c'est que, du moins dans certains cas d'usage, notre vision c'est que la prochaine génération de dispositifs médicaux, ça doit être le smartphone, donc notamment pour le suivi régulier du patient. Donc Quantique c'est quoi ? C'est vous prenez votre téléphone, vous vous regardez pendant 30 secondes, pendant ces 30 secondes on va analyser votre visage et on va en déduire certaines constantes vitales. Quantique c'est ça. Ça a l'air tout simple comme ça, donc les données principales qui vont être analysées, dites-nous... Donc on va mesurer aujourd'hui, il y a ce qu'on mesure aujourd'hui, ce qu'on va mesurer demain et après-demain. Donc aujourd'hui on va mesurer le rythme cardiaque, la fréquence respiratoire, quelque chose qu'on appelle la variabilité cardiaque et un indice de stress. Ça c'est ce qu'on mesure maintenant. D'accord. Ce qu'on mesure demain, du coup plutôt fin d'année prochaine, ça sera la mesure des fibrillations atriales et... Encore un petit peu après, la pression artérielle qui est le sujet du jour. Donc ça, on imagine aujourd'hui, ça a plutôt un intérêt au niveau des professionnels de santé, parce que donner ça au grand public, c'est intéressant, mais ça sert vraiment le quotidien d'un professionnel qui est à l'hôpital, on va dire, qui, dans sa routine de passage dans les différentes chambres, va gagner un temps phénoménal. Alors, est-ce que c'est vraiment dans les différentes chambres ? Je ne sais pas, je dirais que le plus important, c'est qu'on rentre vraiment dans un parcours. C'est-à-dire, effectivement, si on va juste donner ces mesures sur un téléphone, c'est très bien, mais en fait... ça ne sert que si on rentre dans un parcours de santé qui existe déjà et qui aussi existe économiquement. C'est-à-dire que pour que ça fonctionne, il faut aussi que on rentre par exemple dans le remboursement de certains suivis. Ce qui n'est pas encore le cas ? Alors, ce qui commence à être le cas, il y a certains remboursements de suivi qui existent, et notamment sur la prévention, ce qu'on appelle la prévention secondaire. Il y a un sujet, notamment pour aller, par exemple, faire du dépistage de fibrillation atriale pour des gens qui sont à risque. En revanche, si je suis en prévention primaire, c'est-à-dire d'aller dépister des gens où on n'est pas trop sûr s'ils ont quelque chose, c'est-à-dire d'y aller sur le tout venant, là, disons que l'économie ou les remboursements, eux, n'existent pas encore aujourd'hui. Alain, de manière très simple, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de technologie derrière votre application, de manière très très simple, comment le film d'un visage permet d'obtenir ce type d'informations ? Alors ne nous perdez pas avec des informations trop technologiques. C'est très basique. Globalement, en fait, en mesurant les variations de couleur de peau. Voilà, c'est tout simplement comme ça. Alors évidemment, avec nos yeux, on peut pas voir ça, mais avec une caméra qui regarde 30 images à la seconde, eh bien, elle va savoir regarder à certaines fréquences très particulières les variations de couleur de peau. En réalité, c'est ce que fait un oxymètre à sa façon, mais dans un cadre très contrôlé. Nous, on arrive à le faire dans un cadre avec quasiment n'importe quelle lumière autour de nous. Et on peut le dire, c'est de l'intelligence artificielle justement qui va permettre cette mesure ? Alors pas que, mais oui, effectivement, il y a de l'intelligence artificielle. Sans ça, on n'arriverait pas à être aussi précis. Restez avec nous dans quelques instants, et parce que vous l'avez compris, le sport reste l'un des meilleurs traitements préventifs pour lutter contre certaines formes d'hypertension. Nous aurons le plaisir d'accueillir le médecin des sélections jeunes de la Fédération française de football. La santé en mouvement, ça continue dans quelques instants et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. Dans la santé en mouvement spécial hypertension, aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un médecin du sport, mais pas n'importe lequel, puisqu'il entraîne les jeunes pousses de l'équipe de France de football. Nicolas Jubin, bonjour. Alors, avant de commencer, Nicolas, j'ai envie de vous poser une question. En quoi consiste le métier de médecin du sport, des jeunes pousses, de la Fédération française de football ? Eh bien, la première des choses, c'est toujours l'évaluation des joueurs. On évalue les joueurs sur le plan physique, sur le plan s'ils ont des blessures ou s'ils ont des incapacités à pouvoir s'entraîner ou jouer. Et après ça, c'est les suivre au quotidien pendant les rassemblements, sur le plan de la nutrition, du sommeil, de la récupération et du bien-être. Il y a des spécificités par rapport à celle d'un médecin généraliste, on va dire, quand on travaille avec des jeunes pousses. Voilà, ils ont entre quel âge et quel âge ? Et j'imagine que le rapport est un petit peu différent ? Alors c'est assez différent. Le médecin généraliste s'occupera plutôt de l'ensemble des pathologies. Nous, on s'occupera essentiellement de celles liées au sport et aussi du point de vue pour la performance. Essayer qu'ils soient dans les meilleures dispositions possibles pour performer sur les matchs et sur les entraînements.
Les joueurs dont je m'occupe actuellement ont moins de 19 ans. D'accord. Ce sont des jeunes de l'équipe de France qui ont des capacités normalement pour essayer d'être des sportifs de haut niveau. Les futurs sportifs qu'on appréciera sur les stades. Mais j'ai envie de vous demander, vous avez sûrement des routines au quotidien justement pour les accompagner dans les différents domaines, des choses dont on pourrait peut-être s'inspirer, nous aussi. C'est quoi ces routines? La première chose, c'est bouger. Alors eux, c'est leur métier, mais effectivement, bouger de façon adaptée en fonction de leur douleur, de leur capacité, de ce qu'ils ont fait la veille ou la semaine avant. Arriver à faire de l'activité physique sans se blesser, des routines alimentaires, adapter son alimentation à son activité, manger équilibré, les éduquer aussi sur le long terme sur ce qu'est un glucide, une protéine ou un lipide. Il y a aussi les routines sur l'endormissement, la qualité du sommeil, se coucher à horaire régulier, éviter les smartphones. Et enfin, sur toute la partie du stress, que ce soit le stress physique ou mental, pour performer et pour faire de l'activité physique, c'est mieux de ne pas être stressé. Alors on en a parlé avec Yara, mais l'activité physique vraiment qui est au quotidien, vous l'observez sur l'hypertension, j'imagine qu'ils ne sont pas hypertendus vos sportifs, ou alors il y a peut-être des signaux faibles? Non, alors à cet âge-là, ils n'ont pas encore d'hypertension, mais effectivement l'activité physique a un rôle très important sur l'hypertension, dans le sens où ça diminue la tension artérielle dans les heures qui suivent l'activité physique, ça aide à réguler la circulation sanguine, de façon directe et de façon plus indirecte. L'activité physique va aider à perdre du poids, à diminuer un peu l'appétit, augmenter la qualité du sommeil et diminuer le stress, ce qui a un effet bien sûr positif sur l'hypertension. Alors pour nous tous qui ne sommes pas des futurs champions du monde de football, si vous aviez quelques conseils en termes d'activité physique à pratiquer de manière simple et accessible, parce qu'on a beaucoup de gens se disent non, l'activité physique c'est pas pour moi, j'aime pas ça, etc. Comment vous appréhendez justement l'exercice physique au quotidien, mais pour que ça soit un plaisir, on va dire? Ce qui est recommandé, je parle sous réserve du cardiologue, mais ce qui est recommandé, c'est des activités modérées, 20 à 30 minutes par jour, 3 fois par semaine. Donc ça peut être à la fois prendre un peu plus l'escalier à la place de l'ascenseur, descendre 1 ou 2 stations de métro en fonction de s'il fait beau et qu'on est motivé, qu'on a le temps, sortir plutôt du métro ou du bus pour terminer à pied son chemin jusqu'au travail. C'est plein de petits efforts au quotidien, essayer de faire de la marche rapide pour arriver à faire cette activité physique. Il y a des activités physiques quand on est hypertendu qu'il est préférable de ne pas faire. On peut être dans l'hyperactivité ou alors on peut pratiquer n'importe quel sport. Déjà, la première chose pour faire de l'activité physique de façon raisonnée, c'est d'avoir une hypertension artérielle contrôlée. Ça, c'est le premier des points. Donc, voir son médecin, son cardiologue ou son médecin traitant pour avoir des chiffres tensionnels dans les objectifs. Une fois qu'ils sont dans les objectifs, il n'y a pas de limitation. C'est en fonction des habitudes des patients et des traitements qu'ils peuvent avoir. Des traitements, oui, tout à fait. Pour que ça soit vraiment quelque chose qui participe de l'hygiène de vie, on parle beaucoup aujourd'hui de sédentarité avec les smartphones. Vous auriez des recommandations à partager aux parents pour inciter leurs jeunes justement à ne pas rester trop longtemps sur le sofa à faire du smartphone ou du jeu vidéo? Effectivement, dès le plus jeune âge, on voit les enfants qui passent leur temps à vouloir aller courir, prendre l'escalier, faire du vélo, de la trottinette. Toutes ces choses qu'on voit chez les enfants très jeunes, il faut essayer de les garder le plus longtemps possible, limiter effectivement le temps d'écran, le temps devant la télé, les jeux vidéo, pour essayer que ce qu'ils font dans les jeux vidéo, qu'ils le fassent dans la vie quotidienne. Au lieu de jouer au football sur la console, c'est mieux d'aller prendre un ballon et d'aller jouer au football. Oui, parce que ces bonnes habitudes peuvent se perdre généralement à l'adolescence, donc il faut vraiment garder cette énergie, on va dire, pour les années qui suivent. Exactement, cette énergie d'enfant qui fait partie de nous et qui nous transporte dès le plus jeune âge. On doit essayer de le garder toute la vie pour avoir une vie en bonne santé. Nicolas, pour conclure, vous avez repéré une jeune pousse qui pourrait être prometteuse, on va dire, dans les années à venir. On commence à voir un peu des profils qui se dessinent. Oui, tous dans les clubs que je peux suivre ou dans les joueurs, ils ont tous leur spécificité. Et la relève est assurée. Nicolas, Yara, Audrey, Alain, merci pour votre participation. La santé en mouvement, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'émission en podcast dès à présent sur l'application Sud Radio et sur YouTube. Je vous souhaite une excellente fin de week-end et je vous dis à la semaine prochaine.